Ce matin, j'ai décidé de venir échanger avec vous et faire un cours sur une question relative au développement durable. Mais avant de commencer, j'aimerais tout juste vous conter une finissette, parce que c'est une réalité qui s'est passée à Saint-Doux en 2010, où le maire de la ville a décidé de faire justement abattre 1000 arbres. 1000 arbres par les services de l'environnement, et ils ont été contraints d'aller échanger un peu avec les autorités religieuses pour qu'ils prient afin qu'ils puissent abattre ces arbres-là sans problème. Alors la population s'est érigée contre cette pratique, et quand on a poussé les enquêtes à fond, il s'est révélé que justement le maire était de connivence avec les services de l'environnement, parce qu'il y a une sucrerie, disons une scierie, je vais dire à Banfora, qui était pratiquement en faillite, et il y avait eu un deal avec cette scierie-là. La scierie pouvait se relancer s'ils arrivaient à faire abattre ces arbres-là, et justement ils allaient donner 12 000 francs par mois à la mairie de Saint-Doux, et dans ces 12 000, la mairie avait 4 500, le reste était géré par les services de l'environnement. Alors, mais quand la population s'est levée et s'est érigée contre cette pratique, le projet n'a pas eu lieu. Ça veut dire que la déforestation est vraiment une problématique qui préoccupe même nos populations jusqu'à la base. Ça m'amène à notre sujet du jour, à savoir traiter de la question de la déforestation, mais en ayant un regard, disons, plus ou moins d'éducation au développement durable, un regard relatif à l'éducation au développement durable en général. Alors, donc, voilà, alors la technique est un peu avec nous. Alors donc, le sujet que je propose pour le cours, c'est la désertification en général, qui est pour, à mon sens, une préoccupation de l'éducation au développement durable. Je suis M. Ouedraogo Issa, et donc vous avez mes références ici. Je suis étudiant en master à l'ESP, l'Université Blaise Pascal, et vous avez mes références, mon numéro de téléphone et mon adresse email. On pourra échanger par la suite, si vous le souhaitez bien, sur cette question-là. Alors, la désertification, parlons-en. Avant d'entamer, je vous ai proposé un plan sur lequel nous allons travailler toute l'heure qui nous est impartie. Alors, dans le plan, je propose quelques définitions notionnelles pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Ensuite, nous verrons les causes possibles de la désertification, les conséquences éventuellement, nous en parlerons. Ça veut dire que nous poserons la problématique, disons, de la désertification dans son ensemble, ce qui nous amènera à voir la désertification en ayant une grille de lecture sur le développement durable. Parce que vous êtes des responsables, quand vous allez aborder la désertification, vous allez certainement avoir une nouvelle façon d'appréhender le problème. Alors, en cinquième point, nous verrons justement la lutte contre la désertification. Parce que quand la problématique sera posée, il faudra effectivement penser à ce qu'on peut mener comme action. Comment est-ce qu'on peut agir en ayant en tête cette préoccupation de développement durable. Donc, nous allons montrer que c'est une question effectivement d'idée, d'éducation au développement durable. Et nous allons terminer par le prisme nous allons regarder à travers le prisme d'un certain nombre de compétences sur la désertification. Parce que qui dit action, dit compétence. Alors, nous allons voir quelles compétences on peut justement associer à cette lutte contre la désertification.
Alors, quelqu'un a-t-il une définition à nous proposer relativement à la désertification? Personne? Si vous avez une définition, alors s'il n'y en a pas, il faut savoir qu'il y a plusieurs définitions par rapport à la question de la désertification. Mais la définition que nous allons retenir ici est celle qui a été proposée par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification à Paris en 1994, qui dit que la désertification désigne la dégradation des terres dans les zones arides, les zones semi-arides, et éventuellement les zones subhumides, sèches, par suite de divers facteurs, parmi lesquels la variation climatique et les activités humaines éventuellement. Donc, la désertification, pour nous, désigne un déclin plus ou moins irréversible. Je mets ce terme en rouge parce qu'on reviendra là-dessus, ou la destruction du potentiel biologique des terres et de leur capacité à supporter ou à nourrir les populations. Nous allons retenir cette définition et nous nous accorderons là-dessus. Alors, nous reviendrons rapidement sur une définition aussi relative au développement durable, qui est au sens justement de l'ONU. Vous voyez, dans le rapport Brundtland depuis 1987, l'ONU a donné une définition selon laquelle le développement durable est un développement qui répond aux besoins des générations présentes et des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Ça, c'est la définition qui peut être contestable. Hein. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran. La définition peut être contestable, mais pour les besoins de notre cours, nous allons retenir cette définition. Donc, dans cette définition, il apparaît deux concepts clés. C'est-à-dire le concept de besoin, mais aussi et surtout le concept qui est relatif à la capacité limitée de notre environnement à répondre et aux besoins actuels et aux besoins futurs. Donc, je juxtapose un peu ces deux définitions pour qu'on puisse par la suite faire une interrelation entre développement durable et justement la désertification. Alors, de la désertification, quelles en sont les causes? Est-ce qu'on peut faire un peu de brainstorming, si vous pouvez jeter comme cela les causes selon vous de la désertification? Est-ce que... oui, monsieur Moumou. Oui, il faut dire que la désertification est un facteur lié au climat. Oui, facteur climatique. Voilà, il y a des variations annuelles, vous allez dire, même séculaires. Oui. Au niveau du climat. Voilà. Et ces variations peuvent tourner de telle sorte que ce soit des années qui sont pluvieuses, mais il peut arriver aussi que telle que la coupe abusive du bois. Oui, la coupe abusive du bois, c'est l'action de l'homme. Hein? L'action de l'homme, oui, c'est une cause humaine. Une cause humaine, voilà. Humaine assez importante, hein, et à laquelle on peut ajouter également la pratique des feux de brousse. La pratique des feux de brousse, oui, c'est tout ça, c'est encore des causes humaines. Oui. Et toujours dans le même ordre, et on ajoutait donc la divagation des animaux. La divagation des animaux, ça c'est vraiment des... Voilà. Les trois luttes, on avait intitulé cela. Voilà. C'est vrai, autant dans l'évolution au Burkina, effectivement, il y avait ce qu'on appelait les trois luttes, où justement c'était pour lutter contre les causes, en tout cas humaines, non humaines de la désertification. Ça veut dire qu'il y a déjà une préoccupation relative au développement durable depuis 1983-87 avec la révolution. Oui.
Alors, je crois que vous avez vraiment touché du doigt les causes principales de la désertification. Et donc, je projette vraiment tout ce que vous aviez déjà dit à travers le brainstorming. Alors, nous avons ce que j'ai décidé de nommer ici les causes, les facteurs directs. Dans les facteurs directs liés à la désertification, alors, il y a les modèles et les pratiques culturelles. C'est-à-dire que vous savez, dans certaines de nos sociétés, les pratiques culturelles ne sont pas pour préserver les forêts. Nous voyons ici l'agriculture extensive, par exemple, pratiquée dans certaines zones, notamment dans le nord de notre pays, où vous pouvez trouver des défrichages des sols, les feux de brousse, souvent on a parlé de cela, la libération des animaux, il en a parlé, Yogo a parlé de l'autre côté, et il y a aussi l'utilisation des pesticides pour certains milieux. Donc là, ce sont vraiment des facteurs, disons, directs liés à la désertification, la déforestation. Alors, nous avons certains processus qui sont liés au climat. Tout ça, c'est des facteurs directs, notamment les changements climatiques, l'inconstance des pluies. Ceci explique cela comme d'une autre. Alors, il y a, si vous voyez, l'érosion par l'eau et la conservation réduite des sols au Burkina, pour le cas du Burkina par exemple, qui est un pays semi-aride, qui affecte effectivement négativement les services des écosystèmes. Ça, c'est l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire. Ça, c'est la source, c'est l'évaluation des écosystèmes par le millénaire qui relève effectivement ces causes qui sont des facteurs directs. Ensuite, nous avons les facteurs indirects qui sont d'ordre socio-économique, qui sont liés au commerce international. Vous voyez, quand on encourage des pays comme le Burkina Faso à produire beaucoup de coton qu'ils ne consomment pas souvent, ces pays produisent ce coton parce qu'ils veulent avoir, si vous voulez, une économie assez forte. Vous savez, c'était jusqu'à une période récente la première source d'exportation de notre pays. Vous pouvez également voir dans d'autres pays, tels que le Sénégal, l'arachide qu'on cultive beaucoup. Je ne suis pas sûr que les Sénégalais consomment tout cela. Et dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le cacao, le café, qui sont beaucoup cultivés, mais qui sont pour l'essentiel exportés. Alors, la culture de toutes ces denrées, tous ces trucs, c'est vraiment, ça amène les paysans à faire des agricultures extensives souvent. C'est-à-dire, on coupe des forêts, on coupe des forêts, on coupe des forêts, et on ne pense pas à régénérer ces forêts à travers justement le reboisement, etc., etc. Et pendant un certain temps, ces forêts qui sont déjà parties ne reviennent plus. Alors, les terres s'appauvrissent. Souvent, on les laisse en jachère, comme disent certains. Mais vous voyez, l'incidence de l'économique, l'incidence même des besoins qui viennent de très loin de notre continent sur la forêt et la déforestation au niveau de l'Afrique. Ça veut dire qu'il y a une interdépendance mondiale. Donc les causes ne sont pas toujours toutes à côté et les causes traversent souvent le temps. Alors, nous pouvons également évoquer la pression démographique, mais également politique. La pression démographique. Alors, je prends l'exemple. Vous voyez, si nous prenons l'exemple au Burkina, je ne parle pas d'abord des politiques. Vous savez, dans les zones assez arides, du nord de Waïfia, du Berdouri, où il y a déjà eu la déforestation, les populations se sont pour la plupart transportées dans d'autres régions.
Si on prend les gens de Ouéguia, beaucoup se sont transportés vers Kobo du Lasso, c'est-à-dire quitter le nord du Burkina pour se retrouver dans l'ouest du Burkina, pour se retrouver plus loin en Côte d'Ivoire. Mais les pratiques qu'ils avaient dans leur ville et village de départ, ils implémentent ces pratiques-là dans les nouveaux points où la forêt était plus ou moins protégée. Et ça contribue à implémenter justement cette déforestation-là. Donc, il y a cette pression démographique liée à l'exode rural. Donc, la question de la déforestation, les causes sont multifactorielles et ça s'étale, comme je l'ai dit, sur le long terme. Donc, voici essentiellement les causes de la déforestation. Et vous avez ici une image que je vous ai mise pour parler un peu des facteurs climatiques, des changements climatiques et de leur incidence sur une question de développement durable, donc une question d'éducation au développement durable et donc une question de compétences. Alors, voici la grille que je vous propose, que nous allons considérer comme une grille d'analyse qui a été conçue et proposée par d'autres personnes qui ont réfléchi en dehors de, comment on appelle ça, du rapport de Brundtland. C'est une réflexion qui a été menée au niveau de la France et qui propose 5 compétences pour aborder les questions de développement durable et d'éducation au développement durable. Alors, ces 5 compétences, il faut le signaler, sont, vous les voyez de façon parcellée, mais en réalité, elles vont ensemble. C'est vraiment un tout. C'est un tout, c'est vraiment un tout qui se met dans la même sauce lorsqu'on fait l'analyse ou lorsqu'on fait une interprétation quelconque liée au développement durable. Alors, il y a les compétences de changement. Je commence par ici, mais on peut commencer par là. Ça n'a pas d'importance. Les compétences de changement, les compétences de responsabilité et d'éthique. Il y a les compétences prospectives, la compétence systémique et la compétence collective. Lorsque nous parlions des causes, des conséquences du développement durable, vous avez certainement vu apparaître que nous faisions des va-et-vient entre le systémique, le prospectif, le changement, l'éthique et le collectif. Mais cette fois-ci, nous allons ensemble l'opposer à l'analyse de la désertification et à l'intervention pour agir contre cette désertification. Alors, nous n'allons pas le prendre un à un, on va parler directement de cela. Alors, quelles compétences pour agir sur la désertification? De tout ce que nous avons dit, il ressort dans un premier temps de la nécessité de traiter la désertification comme un problème global. C'est ressorti. Un problème global. C'est-à-dire que si nous prenons la désertification, nous devons pouvoir faire l'interrelation avec la pluviométrie, avec l'aide internationale. Vous avez vu, je prends ça comme ça, partout. L'aide internationale qui est liée à la famine, la transhumance des animaux, l'exode rural, les maladies liées au déplacement, l'invention de nouvelles techniques culturelles pour s'adapter. Si vous prenez la zone du nord, la désertification ayant fait fuir, je veux dire, de nombreux cultivateurs, ceux qui sont restés sur le terrain se sont vus obligés de s'adapter au nouveau contexte. Ils se sont adaptés et ils ont créé de nouveaux modes d'agriculture. Par exemple, le zaï, que vous avez certainement entendu parler, le zaï, qui est un nouveau mode d'agriculture qui a été découvert au nord du Burkina et qui s'est vu exporté dans des pays comme le Mali, les pays voisins, Mali, Niger, Sénégal, au Tchad, voilà justement. Et effectivement, ça donne des résultats. Ça permet justement aux populations de s'adapter et ça leur même
ça a permis à un certain M. Sandaogo, de faire revenir la forêt dans son contexte de désert. Ça veut dire que la résilience est possible au niveau de la désertification. Voilà pourquoi je disais que le terme irréversible, nous allions revenir là-dessus. Donc, il faut avoir vraiment une vision globale, ce que nous appelons ici une vision systémique. Ça veut dire qu'il faut avoir des compétences liées à tout le système pour pouvoir faire ressortir la complexité du phénomène de désertification. Alors, en dehors de cette vision systémique, nous pouvons également avoir une autre vision. Pour l'analyse et l'action dans le domaine du développement durable et de l'éducation au développement durable, il faut faire ressortir la nécessité de traiter le problème sur le long terme et par anticipation. On peut le faire. Alors, donc, une lutte sur le long terme avec des incertitudes, parce que si nous projetons dans le futur, nous voulons lutter contre la désertification, on se met tout de suite à faire des plantations d'arbres, etc., etc. On n'est pas très certain que ces plantations d'arbres vont résoudre le problème sur 30-40 ans. Est-ce qu'il n'y a pas une part d'incertitude? Est-ce que ces plantations d'arbres ne vont pas générer d'autres problèmes dans 30, 40, 50 ans? Donc, il faut tenir compte de ça et composer avec l'incertain dans les politiques d'analyse, mais aussi d'action sur les phénomènes tels que la désertification. Donc, c'est ce que je dis. Effectivement, ces plantations d'arbres peuvent avoir aussi une influence sur l'habitus social. Et c'est très important. Donc, on peut se demander dans 30 ans, dans 20, 30, 40 ans, quels nouveaux facteurs pourront intervenir sur la question en rapport avec la résilience dont on parlait tantôt. Donc, nous nous situons ici. Ça veut dire que quand on analyse comme ça veut dire qu'on développe une vision, une compétence prospective et en même temps une compétence de changement. Vous voyez, ce n'est pas seulement la prospective, mais c'est le changement. Je voudrais dire que ces compétences-là vraiment s'interpellent. Ce n'est pas une à une qu'on les prend. Donc, ça, c'est une autre facette de l'analyse. Alors, la suite encore, quelles compétences pour agir sur la désertification? Il ressort la nécessité d'avoir des compétences, de traiter la désertification comme un problème de tous. Ce n'est pas parce que la désertification, on remarque ça, soit en Asie, soit en Afrique, que l'Europe et les États-Unis ne sont pas concernés. Il y a une responsabilité collective. Et cette responsabilité collective signifie que il faut que chacun individuellement se pose déjà la question. Quelle est ma responsabilité? Que chaque pays se pose la question. Quelle est ma responsabilité? Quelle est la responsabilité d'autrui? Est-ce que les pays qui apportent leur aide alimentaire ont le devoir de le faire? Est-ce qu'ils ont forcément le devoir de le faire? Est-ce qu'ils ont aussi le droit de le faire? Parce que si je souffre de la faim, je suis chez moi, que tu viens m'apporter à manger que je ne t'ai pas demandé, moi je ne t'ai pas demandé. Est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Est-ce qu'ils ont le devoir de le faire? Bon, l'analyse est vraiment plurielle. Hein? Les facteurs naturels du phénomène ne relèvent-ils pas de leur industrialisation? Est-ce que si on prend, on concède que la déforestation est systémique, ça veut dire que quelque part, la désertification en Afrique, on peut l'attribuer aux Occidentaux qui ont une industrialisation assez poussée. Cette industrialisation qui peut avoir de l'incidence sur les phénomènes naturels, et ces phénomènes naturels qui provoquent la désertification au niveau de l'Afrique, en dehors des facteurs humains. Dans ce cas, leur responsabilité est engagée en tant qu'acteur ayant créé le problème, tout comme nous. Et dans ce cas, leur responsabilité est engagée en tant qu'acteur devant contribuer à résoudre le problème. Et leur responsabilité est engagée aussi en tant qu'acteur pour permettre aux générations futures, africaines, américaines, européennes, de pouvoir
pas bénéficier d'un monde qui n'a pas été tout à fait rabâché par les actions d'aujourd'hui. C'est ce qui fait poser un certain nombre de questions. En tout cas, toute chose qui engendre la désertification, il faut voir qui fait quoi, et donc chacun a le droit de contribuer à la réparation. Mais n'avons-nous pas, en tant que citoyens du monde, le devoir de solidarité aussi, le devoir de nous prendre en charge en tant qu'êtres humains, même s'ils n'étaient pas à la base? Est-ce que les êtres humains, dans un monde globalisé, n'ont pas ce devoir de solidarité agissante? Donc ça appelle justement des compétences que nous pouvons lier à l'éthique, et des compétences aussi que nous pouvons lier à la responsabilité collective. Alors, le temps file, on va filer avec lui. Donc, c'est essentiellement à cette façon de voir les choses que je vous invite, à pouvoir analyser les choses dans un contexte globalisé, systémique, dans un contexte de projection dans le futur qui tient compte des incertitudes, dans un contexte de responsabilité individuelle et collective, dans un contexte d'éthique aussi, et dans un contexte de changement qui fera de nous tous des agents de changement. Alors, c'est vrai que nous n'avions qu'une heure pour ce cours, mais je vous inviterai à jeter un coup d'œil sur un certain nombre de documents que j'ai énumérés ici et qui m'ont servi justement à faire le cours. Et je l'ai intitulé Bibliographie et Webographie. Donc, le rapport Brundtland de 97 des données, vous pourrez le lire pour de plus amples informations. Vous pourrez également lire le guide de compétences, développement durable et responsabilité sociétale, conçu par le CPU et le CG en France en 2016. Et vous pouvez également voir le document de Vincent Bonnecaz, qui a été édité aux étudiants au Canada en 2010 et qui s'intitule Retour sur la famine au Sahel du début des années 70, la construction d'un savoir de crise. Et en termes de webographie, je ne vous donne pas beaucoup si vous tapez sur Google. Vous aurez beaucoup d'informations, mais je vous donne le site www.compétences.ddrs.org qui vous permettra de préciser ce dont je viens de parler En fait, il précise tout ce qui est dans le guide en termes d'exploitation et de projection aussi pour d'autres réflexions. Donc, je vous remercie pour votre aimable